on peut avoir besoin d'énergie renouvelable, mais il ne faut pas compromettre la nature pour ça. Je vous entraîne dans un truc. Je vais passer sous les branches. Ah, vous avez un beau terrain de jeu quand même pour les balades ici aussi. Hein. Et qu'est-ce que vous rencontrez un petit peu comme faune quand vous vous baladez autour de chez vous? Des sangliers, des blaireaux, des renards, des loups, on ne les voit pas beaucoup, mais on en voit la trace. L'autre jour, on a trouvé un sanglier tué par les loups sur notre terrain en revenant de vacances. Il y a des chevreuils qu'on voit et qu'on entend tout le temps, contre lesquels je me bats un peu parce qu'ils viennent, un petit peu les arbres. Bouffer mes arbres. Les cerfs, on les voit moins souvent, ils sont moins agiles dans ces trucs. Moi j'ai une clôture électrique pour essayer de freiner un peu. Il y a aussi pas mal de puces ici, les circaètes. Le circaète Jean Leblanc qui était cité, il était censé y avoir un nid ici, mais je ne sais pas s'il est toujours là, j'ai déjà vu, c'est très impressionnant. À un moment donné, il y a un bassin qu'on a transformé en piscine, on était dans l'eau, puis on a vu cette espèce d'ombre gigantesque venir planer au-dessus de nous. Ah ça fait un peu peur, mais lui, sa spécialité c'est le reptile. La plupart des photos qu'on voit de lui, il y a une espèce de truc qui pend de la bouche. Oui, un petit serpent, une petite vipère. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de buses. Et l'autre jour, je parlais d'un sanglier qui avait été tué par les loups. Je suis allé mettre dans un champ là. Oui. Et on est allé se balader en passant pas loin. Il y a 6 énormes vautours qui se sont levés. Ça, c'est très impressionnant comme oiseau. C'est impressionnant et c'est là où on voit toute l'importance de cette nature. Oui. Boisement de cèdre tel qu'il était. Après. Oui, voilà, il me semble que la forêt était comme ça en fait, c'est ça? Les arbres étaient très rapprochés. Ouais. On a des vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube où on voit les forestiers qui avancent là-dedans. Ils coupent un arbre toutes les 15 secondes à peu près. Il y a un petit lièvre qui est prisonnier dans le parc. Ouais, donc là c'est la vue de chez vous maintenant ici, juste au-dessus. Et c'est la vue d'été quoi. Oui, quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, c'est beaucoup plus présent. Et ils ont fait cette immense piste, une sorte de boulevard au milieu qui attire encore plus le regard que les panneaux sous lesquels il y a la végétation qui commence à repousser, qui atténue un peu l'effet visuel, quoi. Il se trouve que je suis le riverain de cette centrale photovoltaïque. On a une vue assez spectaculaire qui est désormais balafrée par ce projet industriel qui ne s'intègre pas vraiment dans le paysage naturel, on va dire. Et puis, nous sommes arrivés ici en 2010 en signant au moment du compromis une décharge auprès du vendeur qui voulait s'assurer qu'on était au courant du projet photovoltaïque, bien qu'il ne soit absolument pas visible à l'époque. Il y avait eu un incendie en 2004 qui avait tout ravagé. Et en 2008, il y a eu une replantation de cèdre Atlas sur la colline qui est juste là. En 2009, par là, il y a eu une entente entre Boralex et Cruis. On dit que Cruis a fait un appel à projet, mais il semble que c'est plutôt Boralex qui est à dire à Cruis de faire un appel à projet pour voilà. On était au courant de ce projet. Le maire ici m'a donné sa parole d'honneur qu'on ne verrait rien d'ici. À un autre moment, il m'a dit ma tête a coupé. Non, ma main a coupé. L'autre fois, c'est la tête sur la tête de ma mère. Alors, sur la tête de ma mère, tu verras rien, mais en fait, je ne sais pas où ils seront. Wow. Voilà, on a affaire à ça. Et puis, donc vous avez fait confiance à ces dires finalement plus ou moins, on savait bien que tout le monde nous disait mais non, tu vas l'avoir en plein visage. Mais au début, on se dit, quand on ne connaît pas ces enjeux-là, nous on était longtemps à Paris, puis à Marseille, on arrivait de Marseille, mais puis c'était une résidence secondaire au départ. D'accord, c'était plutôt citadin alors. Maintenant c'est depuis plus de 10 ans, maintenant c'est notre résidence principale. Les arbres, ils avaient poussé pendant ce temps-là. Et ils ont mis 3-4 ans, ils ne bougeaient pas, puis quand ils se sont mis à pousser, ils prenaient 50 cm par année, quoi. Ça sortait. Et donc finalement, ce que l'opérateur nous expliquait, c'est qu'il allait venir ratiboiser cette forêt pour sauver la planète, en gros, quoi. Je veux dire. Donc, les nouveaux sauveurs de l'environnement. Alors, il nous montrait des photos aériennes de 10 ans avant, puis il nous disait, il n'y a pas de forêt. Je dis, oui, mais viens voir la forêt.
En 2022, quand ils sont venus couper les arbres, on était sur le terrain, tout le monde était là pour essayer de les empêcher pour essayer de les empêcher de faire ça. Il y a des forestiers qui sont restés là 3 mois. Quoi. Je sais pas, ils sont pas restés là pour taper le carton. Il y avait quand même une forêt inexistante, soi-disant. C'est ce que disait dans certains documents vidéo où la hiérarchie de Boralex est interviewée. Ils disent ben non, il n'y avait pas de forêt. Mais en fait, ils ont quand même payé. C'est une forêt en devenir. En phase de génération, qui était une vraie forêt. On a des photos, je veux dire, c'était dense de cèdres et tout ça. Donc, à ce moment-là, on a commencé à se dire, finalement, c'est pas une bonne idée. L'association Amilur venait de sortir de terre pour se battre contre des éoliennes qui allaient apparaître au Contadour. D'ailleurs, ils ont aussi gagné cette bataille, on va dire. Ils l'ont gagné, c'est comme ça qu'Amilur est né. Parce que c'est vraiment, pour revenir sur Amilur, c'est vraiment une association qui œuvre pour la beauté du paysage et pour la biodiversité. Il y a plusieurs dimensions patrimoniales, on va dire. Il y a la nature, il y a la culture, le paysage en fait partie. Et puis, à l'époque, ils ont arrêté le projet au niveau du conseil municipal. Donc ça s'est arrêté assez vite et du coup, ils se sont sentis investis de la mission de protéger la totalité de la montagne de Lure et le plateau d'Albion, qui est un peu plus à l'ouest, en allant vers le Ventoux. Et puis, donc, ils sont ouverts. Moi, j'ai entendu parler d'eux à ce moment-là. Je leur ai rapporté le projet de Cruis et on a commencé à travailler ensemble. Deuxième colline à côté. Tout ça fait 17 hectares quand même. Nous étions le seul rempart associatif pour essayer de freiner on peut dire le siège ou l'attaque des industriels pour venir miter la montagne. Depuis, il y a d'autres associations qui sont levées. Il y en a qui ont des moyens d'action différents des nôtres, qui vont plus aller s'enchaîner aux machines, etc. Un peu plus militantes. Oui, comme l'association Elzéar, qui est notre voisin et qui a été... Ils étaient présents sur la montagne de Lure à garder, à essayer de protéger cette montagne tout le long d'ailleurs. On les a rencontrés 2 fois. Mais cette action-là, elle a permis de faire parler médiatiser aussi, le truc, mais elle n'a pas du tout freiné le projet finalement. Ils ont réussi à l'arrêter pendant 3 semaines l'automne dernier, en faisant valoir qu'il y avait des espèces protégées qui étaient désormais sur place parce que l'environnement avait changé. D'ailleurs, avec Richard Collin, on avait juste rencontré un cerf-élan. Le jour où je suis allée les filmer. Cerf-élaf c'est quoi un cerf? Un cerf, quoi. Ah oui, et mais on sentait qu'il était perdu, parce qu'il regardait à droite et à gauche. C'était juste après... en novembre, un truc comme ça. Novembre, exactement. Ouais. Parce que les cerfs ne sont pas considérés comme une espèce protégée ici. Non, ils sont leur trajet, en tout cas, limite considérés comme une nuisance, mais ce n'est pas les sangliers quand même. Mais en fait, il se trouve effectivement, et ça n'apparaît pas dans les études d'impact, nous on est ici depuis un certain temps, le site de la centrale voltaïque est justement l'endroit où ils viennent faire le brame, le rite de reproduction là, en septembre, tous les ans. Et là maintenant, c'est clôturé. Ils vont se trouver à un autre endroit, mais je comprends que le cerf devait se demander où était passé tout le monde. Exactement. Pardon, je vous ai coupé, mais en tout cas, c'était juste pour dire que même dans ce désert dans lequel nous étions en novembre 2022, il y avait quand même le cerf qui était là, qui s'est baladé devant nous et on a vu qu'il était assez perturbé. L'approche d'Amilur, c'est d'essayer de détecter les projets au moment de l'intention. Parce qu'au moment du chantier, comme on l'a vu, c'est extrêmement difficile. Quand tout le monde a toutes les autorisations, ils ont beau dire que ce n'est pas des vraies autorisations, que c'est illégal. En fait, ce n'est pas le cas. Ils les avaient effectivement, toutes les autorisations. On pouvait attaquer la préfecture, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, ce qu'on a fait de façon parallèle avec Boralex, pour avoir accordé une autorisation, une dérogation plutôt, permettant de détruire des spécimens ou de l'habitat d'espèces protégées. Et puis, mais dans la mesure où le préfet l'avait accordé à Boralex n'était pas dans l'illégalité à ce moment-là, en fait. Et puis, mais bon, il n'empêche qu'on pouvait essayer de les stopper, tout ça. Donc, Amilur, c'est la démarche. Il y a plusieurs projets, il y a au moins 2 autres projets pour lesquels on a déposé des recours. Il y en a un à Angles. Sur une zone humide. Là où vraiment, ce serait encore plus catastrophique qu'ici. Pas en termes de visibilité, mais on est dans les Alpes de Haute-Provence. Hein. C'est sec de chez sec, quoi.
une zone humide, il faut les chercher. C'est une oasis dans un désert. C'est à peu de choses près. Oui, c'est ça. Avec des espèces, notamment, je pense à cette salamandre tachetée. Il y a plein d'espèces en voie de disparition, puisqu'il n'y a plus trop de zones humides. Il y a un biotope particulier qui est extrêmement rare, sur lequel s'installe un écosystème propre à ce biotope. Et ça, c'est local. Et si on élargit un petit peu la fenêtre, on est dans une zone avec des échanges entre ces milieux-là et les milieux environnants, quoi. Donc il y a un écosystème large qui dépend de la préservation de cette zone humide. Venir attaquer ça, c'est un sacrilège, quoi. Donc on se défend contre ça. Bientôt, l'audience va arriver. Là, on avait perdu en première instance, comme dans le cas de Cruz, où notre premier recours avait été rejeté. Ça avait été jugé en même temps à l'époque, d'ailleurs. Là, maintenant, on a parlé. L'audience pour notre appel a eu lieu le 17 mai. Et l'arrêt a été, on n'appelle pas ça un jugement, on appelle ça l'arrêt en appel. L'arrêt a été prononcé, a été diffusé, communiqué vendredi dernier, le 31 mai, qui allait dans le sens des recommandations, des conclusions, on va dire, du rapporteur public. Dans un tribunal administratif, il y a quelqu'un qui est chargé de faire la synthèse des tonnes de mémoires qui sont passées dans tous les sens. Donc là, on vous a entendu. Ben oui. Il y a localement, qu'est-ce qui va se passer avec Boralex? Comment utiliser cette victoire pour essayer de... Je sais pas, tout ce qu'on pourrait viser, c'est le démantèlement et le reboisement, quoi. Mais bon, il y a des millions qui ont été investis là-dedans. Ça paraît un peu surréaliste. Mais la seule chose à faire, c'est de viser ça néanmoins. Et on va voir jusqu'où on va aller. On ne va pas s'arrêter en chemin en disant que ce n'est pas réaliste. On va utiliser tous les moyens qu'on peut. Boralex a émis un communiqué assez incohérent où ils disent « Nous, ce jugement, enfin cet arrêt, ne remet pas en question ni notre chantier, ni notre implantation actuelle, ni notre exploitation. Néanmoins, on va rapidement aller chercher une autre dérogation. Je ne sais pas pourquoi faire une dérogation, ils sont faits. Puis on va aller au Conseil d'État. Donc, on n'est pas inquiété, mais on va quand même essayer de voir clair là-dedans. N'importe qui n'est pas juriste lit ça, puis il ne comprend pas trop la logique qui est derrière. Donc, et nous, on ne va pas dévoiler toute notre stratégie forcément, mais pas du tout. On est en train d'examiner. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien d'agir un petit peu en mode souterrain. On examine tout ça. Un petit peu et de voir... contrairement à ce que certains ont dit, un arrêt comme ça n'est pas suspensif, mais en même temps, suspensif de quoi? Les choses sont faites là. On ne peut pas arrêter quoi que ce soit. L'exploitation n'est pas conditionnée par cette dérogation. Ce qui était conditionné, c'est le défrichement. Voilà. Comment on peut faire sur Cruz pour essayer d'enlever tous les panneaux, d'aller dans cette direction, de reboisement finalement. Comment on peut utiliser la victoire en question? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Pour l'instant, on va prochainement publier sur notre approche. Je veux dire, les gens ne se rendent pas compte à quel point il faudra aller dans la sobriété pour avoir un véritable impact sur tout ça. Pierre Rabhi en parlait d'ailleurs dans son bouquin La sobriété heureuse. C'est vrai que ça a fait un petit peu de chemin quand même. Il y a des gens qui vont un peu plus là-dedans, mais pas assez encore. Certainement. Pour pouvoir contourner ce type de aujourd'hui, notre consommation continue à augmenter. En tout cas, pour en revenir à ça, l'idée, c'est qu'effectivement, l'impact de la décision de Cruz et de ce qu'on va en faire va se décliner non seulement sur tout le territoire, mais aussi, nous, on est au courant de ce qui se passe dans les autres régions. Quand il y a des victoires, ça se sait, quoi. Et puis, donc là, on sait que sur Ongle, par exemple, ça ralentit pas mal les velléités d'avancer. Ils examinent ça, ils voient si on est en train d'arriver effectivement à quelque chose. Ils doivent avoir un petit peu, pardon pour le terme, mais un petit peu les boules, ces industriels. Parce qu'ils doivent se dire, là, un groupe de petites personnes donc revendique un petit peu notre programme qui est prévu au niveau de l'accélération de la transition énergétique. Donc c'est vrai que si vous arrivez à mettre le point là où ça fait un peu mal, c'est sûr que leur programme va ralentir. Oui, ils ont peut-être un petit peu peur, ou alors ils ont d'autres cartes qu'ils vont mettre autour de la table, j'espère pas en tout cas. C'est un peu le bulldozer et la fourmi, quoi. Il y a des gens qui nous accusent d'être contre tout. En fait, c'est un drôle de syndrome. On est le méchant David contre le gentil Goliath. Hein. C'est ça. C'est devenu, tout est inversé en fait. C'est assez remarquable. Donc, on va se servir de ça effectivement pour continuer notre démarche. Ça nous permet aussi de fédérer. Il y a des gens beaucoup de gens qui nous félicitent, qui renouvellent ou leur adhésion, qui adhèrent à l'association justement pour oui, parce que j'allais dire, au niveau des charges financières, ça coûte de l'argent d'aller devant les tribunaux. Oui, on a un avocat qui est
n'est pas trop méchant avec nous, qui est plutôt sympa avec nous. Et là, vous avez des aides aussi par rapport aux adhérents ou aux membres qui les rejoignent? Les membres, si, les membres cotisent. Les membres cotisent et souvent, c'est une cotisation abondée. D'accord. Il y a des gens qui nous envoient d'assez gros chèques, en fait. Profitez de cette vidéo aussi pour faire un petit appel aux dons, quand même. J'ai l'impression qu'on défend, en fait, c'est pas que j'ai l'impression, le territoire aussi des futures générations, quand même. Il y a cette idée-là, oui. Ici, on est sur la montagne de Lure, mais il y a tellement de montagnes partout en France et dans le monde qui sont menacées de plus en plus, que c'est un combat pour tous, en fait, que vous menez également. Oui, mais enfin, on est limité à un territoire. On espère que d'autres font la même chose ailleurs. En termes de génération, oui, ces centrales-là sont au moins là pour 40 ans. Donc, de toute façon, j'ai vu le panneau centrale photovoltaïque, comme si on allait venir visiter, comme si c'était un musée, quoi. Le musée de la lavande, non, c'est le musée de la centrale photovoltaïque. C'était pour tous les engins qui venaient et qui cherchaient le truc et qui se perdaient dans la nature des immenses camions. Mais en tout cas, là, on peut espérer qu'on va avoir... ça légitimise tout notre combat. Ça veut dire qu'on arrive à quelque chose quand même. Donc, ces petites associations, comme vous dites, ils arrivent à quand même freiner un peu l'enthousiasme des industriels. Pierre, un petit mot de la fin? Mot de la fin, on est loin de la fin. Et on voudrait bien infléchir la suite pour que des combats pareils soient plus nécessaires. Mais c'est vrai qu'on est au début de cette histoire. Et là, il y a des cas comme ça qui vont faire émerger la réalité du terrain. Et on peut espérer que tout ce qui est législatif et réglementaire s'ajuste en fonction de ces événements-là. C'est une première en France. Il y a eu d'autres combats. C'était sur les éoliennes, mais là, par rapport au parc photovoltaïque. C'est une colle. Bon, on posera la question une prochaine fois, on aura peut-être la réponse la prochaine fois. En tout cas, merci pour tout, merci pour nos enfants, merci pour la forêt, merci pour votre engagement. Et on va mettre tous les liens en description par rapport à votre association, Amis de Lure. Amis Lure, oui. Amis Lure. C'est l'association des Amis de la Montagne de Lure qu'on réduit par Amis Lure. Et le site web qui explique tout ça, c'est amilure.org. Et puis il y a aussi un Facebook qui est très actif, ainsi qu'un ex-Twitter X. Là, voilà. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Je vous en prie.